La pédagogie autour de l'annexe fiscale 2022 se poursuit avec le directeur général des impôts de Côte d'Ivoire. L'annexe fiscale 2022 était au centre de la rencontre ce jeudi 3 février entre le directeur général des impôts et les hommes d'affaires européens réunis au sein d'Eurocham, la chambre de commerce européenne. Et si l'État nous écoutait ce jour, c'est le thème du premier forum sur l'imprimerie organisé par le groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire ce 3 février à Abidjan. Cette rencontre est le lieu pour les imprimeurs d'étaler les problèmes et proposer des solutions qui, de leur point de vue, peuvent aider à faire émerger leur secteur de sorte à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Lancé le 30 juillet 2020, les travaux du 4e pont d'Abidjan devant relier les communes de Yopougon, d'Atekoubé, d'Adjamé et du Plateau d'un coût de 142 milliards de francs CFA va être livré dans 11 mois. Ce joyau architectural a été visité ce jour par les ministres Amédée Kouakou, Dan Paulin et Laurent Tchagba. Ils sont allés s'enquérir de l'évolution des travaux. Madame, Monsieur, merci de suivre cette édition complète de l'actualité sur Business 24. Vous avez choisi la télé utile pour vous informer. Bienvenue à tous. L'annexe fiscale 2022 a été présentée dans son ensemble ce jeudi 3 février 2022 par le directeur général des impôts. Il a fait le point sur une quinzaine d'articles retenus dans cette annexe élaborée en vue de soutenir l'aide à l'emploi et le pays dans sa politique de la transformation locale et de ses matières premières. La rencontre sous forme de déjeuner-débat a été organisée par la Chambre européenne de commerce Eurocham. Walter Kofi et Richard Akeke nous font le point. Le plan national de développement PND 2021-2025, mis en œuvre par le gouvernement ivoirien, bénéficie d'une nouvelle arme dans son processus d'aboutissement. Cet outil est l'annexe fiscale 2022, entrée en vigueur depuis ce 4 janvier. Dans la présentation de l'annexe fiscale 2022, Sié Abou, directeur général des impôts, a mis un point sur l'article 2 qui touche l'une des préoccupations majeures de l'État, celle de la formation des jeunes. Un crédit d'impôt allant jusqu'à 500 000 francs CFA par an et par personne formée est accordé aux entreprises en vue de les inciter à offrir des contrats d'apprentissage. Parmi les autres points abordés par le directeur général des impôts, il a relevé les mesures prises en compte dans l'annexe fiscale pour faire de la Côte d'Ivoire un transformateur local de ses produits bruts. Le chef de l'État, dans sa dernière allocution, notamment son message à la nation, est revenu sur un point important, la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Et cette transformation est un impératif. La Côte d'Ivoire ne peut pas continuer à exporter ses matières premières à l'état brut. Parce que si je peux faire transformer mon café, mon cacao, ma noix de cajou en Côte d'Ivoire, et qu'en partant de la Côte d'Ivoire, ça est déjà en conserve, mais il est clair que ma rémunération sera différente de ce qu'on vient me prendre le produit bois-champ et qu'on le met sur le bateau pour aller le faire transformer ailleurs. Ce séminaire de formation sur l'évolution de la loi fiscale au regard de l'annexe fiscale 2022 s'est fait avec la participation de la Chambre de commerce européenne Eurocham. L'institution collabore avec la Direction générale des impôts dans la mise en œuvre du document en vue de veiller aux intérêts du secteur privé. Sur les demandes des contribuables, les nouvelles demandes, sur les problèmes rencontrés sont analysés au sein du secteur privé. Il y a la CGECI, il y a l'UGCI, il y a Eurocham, etc. On se réunit tous. Il y a une note de cadrage qui est faite avec la Direction générale des impôts. Et on travaille pendant des mois pour, ensemble, arriver à un texte qui prenne en compte nos préoccupations. Donc on a vraiment un dialogue continu, en particulier Eurocham, avec la Direction générale des impôts dans la préparation des annexes fiscales. Rappelons que l'annexe fiscale 2022 a été élaborée dans une dynamique tout en prenant en compte le soutien du secteur privé. Elle est structurée autour des principaux axes stratégiques dont le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales et le soutien de l'économie nationale
et à l'emploi. Il s'est tenu à Abidjan ce jeudi 3 février la première édition du Forum des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Ouvert autour du thème « Et si l'État nous écoutait ce jour ?» Ce forum présente l'impact socio-économique d'un secteur et de l'imprimerie en bonne marche. Il appelle également l'État ivoirien à plus de collaboration pour un partenariat gagnant-gagnant. Et si l'État nous écoutait ce jour? C'est autour de ce thème central qu'a été animée la première édition du Forum de la filière imprimerie. Ce forum est une initiative du Groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. À travers ce rendez-vous, Étienne Kouya, président des imprimeurs de Côte d'Ivoire, et ses confrères ont présenté l'impact socio-économique d'un secteur de l'imprimerie en bonne marche. Les grandes réalisations depuis la création du Groupement des imprimeurs et les problèmes rencontrés par ces acteurs clés de l'économie ivoirienne ont été abordés. L'occasion a été aussi bonne pour faire des propositions autour de l'attribution des 30 à 41% des marchés, et ce sans appel d'offres aux imprimeurs de Côte d'Ivoire. Une décision prise, selon Étienne Kouya, par le président de la République. Et il se trouve que le président de la République a demandé que soient octroyés 30 à 41% des marchés publics aux fêtières, aux PME. Mais il se trouve que dans l'application de ce décret, il y a tout un problème. Alors donc nous voulons parler à l'État de Côte d'Ivoire pour dire que les 30 à 41% qui sont réservés aux PME nous doivent être octroyés sans appel d'offres. Voilà, les 70% ou les 60% restants seront pour l'appel d'offres. Et dans ces conditions, nous, en ayant exécuté ces marchés, nous avons demandé à la source de prélever tout ce que les membres doivent comme montant des impôts de la CNPS. Tout sera prélevé à la source. Plusieurs personnalités du monde des affaires ont participé à cette rencontre. Il s'agit, entre autres, du docteur Joseph Bogifo, président de la FIPME, et du représentant de Barthélemy Vidjanani. Tous ont reconnu la difficulté faite aux imprimeurs locaux en ce qui concerne les marchés publics, malgré la volonté du chef de l'État de propulser cette filière. On a beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas vraiment les imprimeries qui acquièrent ces marchés. Ce n'est pas vraiment des imprimeries professionnelles. C'est ça notre difficulté. Le thème que nous avons aujourd'hui, c'est « Et si l'État nous écoutait ce jour ?» Je trouve qu'il est tellement bien dit, ce thème, qu'on s'y sent tous. Et on se retrouve tous à cette question. Et si l'État nous écoutait tous? Vous savez, il y a le discours qui consiste à dire que l'économie d'un pays repose sur ses PME. C'est un discours que nous entendons partout et qui n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire, que ce soit l'Allemagne, la France, partout où nous allons. La politique de ces pays repose sur les PME. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pays font une politique qui donne la priorité aux PME, qui font des sacrifices PME. Et c'est ainsi qu'on crée des emplois et qu'on renforce l'économie d'un pays. Jean Abré, représentant le ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, Emmanuel Essis-Esmel, a saisi la tribune pour répondre aux imprimeurs. Il les a rassurés de la disponibilité de l'autorité à accompagner ce secteur important de l'économie. Eh bien, le ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé répond en disant « Le ministère, selon ses attributions, est à l'écoute de ces acteurs. » Soulignons qu'un livre blanc contenant les propositions et recommandations sera adressé à qui de droit. Des présents ont été offerts pour réchauffer l'amitié entre les autorités et le groupement. À 11 mois de la livraison de l'ouvrage du 4e pont, un commando de 3 personnalités et membres du gouvernement a visité le site de Sébroko. Accompagné de Dan Paulin et Laurent Tchagba, Amédée Kouakou a mis la pression aux différents agents pour que l'ouvrage soit livré fin 2022. Suivons tout cela dans ce reportage de Patrick Roux et Richard Akeke, commenté par Marie-Christelle Zogueï.
Vêtu de casques de protection et de chasubles, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur le site CSCEC de Sébreko du 4e pont à Atekoubé ce jeudi 3 février 2022 pour apprécier l'état d'avancement des travaux de cette passerelle. Il était accompagné du ministre maire Paulin Danho et de Laurent Tchagba, ministre député de la commune d'Atekoubé. Pour Amédée Kwaku Kofi, cette visite terrain a pour objectif de donner un coup de fouet aux travaux du chantier du 4e pont qui a absorbé la rondelette somme de 147 milliards de francs CFA financés par la BAD. Il devra être livré en fin 2022. Message à la nation donc en fin d'année, le président de la République a annoncé que ce pont devait être terminé pour cette fin d'année. Donc il était normal que nous puissions venir avec l'ensemble de nos équipes, venir voir l'état d'avancement des travaux pour nous assurer que ce délai-là sera respecté. Bien vrai que le ministre Amédée Kwaku ait souhaité une accélération des travaux pour respecter le délai imparti, il a aussi mis un point d'honneur à la sécurité et à la santé du personnel de l'entreprise chinoise CSCEC. Telle est l'inquiétude des responsables de la BAD manifestée suite au décès accidentel de 5 employés sur ce site l'année précédente. Au nom du gouvernement ivoirien, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a rassuré ses partenaires de la prise en compte des règles de santé et de sécurité sur ce chantier. Depuis qu'on a commencé ce projet, il y a eu quelques accidents qui ont occasionné des morts. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement qui est très sensible à tout ce problème de sécurité, d'hygiène, sécurité et environnement sur les chantiers. Nous voulons vraiment rassurer nos partenaires techniques et financiers, notamment la BAD, pour leur dire que l'État a pris ses responsabilités. Il faut noter que pour l'année 2022, de nombreuses infrastructures seront livrées par l'État de Côte d'Ivoire pour le bonheur des populations ivoiriennes. Ouvrons une page d'éducation dans ce journal. Le lycée classique d'Abidjan peut pousser un ouf de soulagement et à juste titre. L'établissement vient d'enregistrer en son sein 3 blocs sanitaires de 10 toilettes chacun. Le donateur, la fondation BGFI Bank, qui compte ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des apprenants. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée ce jeudi 3 février. Issa Badini et Doumbia Yuba ont suivi pour nous cette cérémonie. Reportage. Fini les longues files interminables et les palabres entre élèves sur l'utilisation des salles d'eau. Avec la remise symbolique des clés, c'est total 3 blocs de ce type de 10 latrines chacun que le proviseur du lycée classique d'Abidjan reçoit au profit des jeunes filles de son établissement sous le regard vigilant du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est des sentiments de joie parce que nous nous sommes battus longtemps pour obtenir ces toilettes. Nous sommes arrivés et nous avons constaté que les toilettes n'étaient pas suffisantes pour le nombre d'élèves que nous avons. Aujourd'hui, nous avons 4011 élèves, dont la moitié est filles et la moitié est garçons. On avait un ratio d'environ un box de toilettes pour 120 filles, un box de toilettes pour 146 garçons, ce qui était trop. Les filles étaient très désavantagées parce que, vu leur constitution anatomique, elles sont obligées d'aller aux toilettes sièges tous les jours, alors que les garçons pouvaient utiliser les urinoirs. Voilà. Et donc nous avons lancé un appel à des partenaires et cette banque-là a répondu pour nous offrir donc 3 blocs de toilettes aux filles. En tant que directrice de l'égalité et de l'équité du genre, qui a vraiment la charge de mettre en œuvre une politique genre qui a été adoptée par le gouvernement il y a environ 3 ans, je ne peux que être heureuse. 4 mois d'ouvrage et voilà des sanitaires dignes du plus grand lycée d'excellence de Côte d'Ivoire. Les donataires, la fondation de BGFI Bank. On a dans le groupe une fondation parce que parallèlement aux activités bancaires, notre fondation est chargée de tout ce qui est action sociétale. Et c'est dans ce cadre-là que la fondation a choisi de doter de toilettes ce lycée-là. Et cette action se fait dans toutes les implantations du groupe BGFI, donc dans les 12 pays. Doublement heureux de participer à l'amélioration des conditions de vie de la jeune fille du lycée classique d'Abidjan, le directeur général de l'établissement bancaire,
qui dit obéir aux injonctions de l'entreprise. Il faut savoir que dans le groupe BGFI, à travers notre président directeur général, M. Henri-Claude Oyima, on a la promotion du genre. Il donne instruction à toutes les filiales de recruter dans toutes les banques qu'il y ait un recrutement de 50-50, c'est-à-dire qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes. Et donc c'est cette promotion genre qu'on continue à travers la fondation pour pouvoir promouvoir la promotion des femmes. Les plus heureuses, sinon les plus heureuses, les lycéennes. 1852 sur 4011 élèves au total qui compte l'établissement. Des filles qui se sentent aujourd'hui soulagées avec ces blocs sanitaires en plus. Je suis très heureuse, je suis vraiment contente. Car ça montre que nos encadreurs, ils font tout pour nous les filles, pour l'émancipation féminine, ils respectent nos droits. Nos droits sont respectés, on est vraiment contente d'avoir de nouvelles toilettes. Quand on aura pu aller jusqu'à là-bas, avoir les mêmes toilettes avec les garçons, on aura nos toilettes à nous-mêmes, nos propres toilettes, et nous sommes vraiment contentes. À la question combien ont coûté les travaux, la Fondation préfère s'en tenir au dicton qui dit que l'argent n'aime pas les bruits. Présent en Côte d'Ivoire depuis maintenant 10 ans, la BZFI Bank et sa fondation ne sont pas leur première expérience dans le social. Avant ce don, le personnel de la BZFI Bank a fait don des couveuses au centre hospitalier de Cocody et de Treichville et à l'hôpital général de Grand Bassam. Le SINAT Prudential BeLife, syndicat national des travailleurs de la compagnie d'assurance Prudential BeLife, était face à la presse le mercredi 2 février à Abidjan. Appuyé par la Fédération générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, ces travailleurs ont dénoncé les nombreux cas de mauvais traitements infligés à leurs syndiqués par la compagnie Prudential BeLife. On en sait un peu plus avec Mondésir Nascimento et Richard Akeke dans ce reportage. Les relations entre les travailleurs et l'administration de la compagnie d'assurance Prudential BeLife ne sont plus au beau fixe. Les raisons sont nombreuses. C'est pour aborder et tenir informé l'opinion nationale que leur syndicat, à savoir le SINAT Prudential BeLife, syndicat des travailleurs de la compagnie d'assurance Prudential BeLife, a animé une conférence de presse le mercredi 2 février à Abidjan. Selon Kwame Bi-Ange Eric, secrétaire général du SINAT Prudential BeLife, après plus de 5 ans ou 10 ans, voire 15 ans de service pour certains et 40 ans pour d'autres, avec des contrats à durée indéterminée signés, la direction de Prudential BeLife oppose contre toute attente la reconnaissance des droits basiques à ses employés. L'administration de Prudential BeLife refuse de reconnaître le SINAT, syndicat national des travailleurs, normalement enregistré. À cela s'ajoute une liste de traitements dégradants et dignes de l'époque esclavagiste. Par ailleurs, lorsque Prudential BeLife envoie des agents en mission, et s'il y a accident qui se produit lors de cette mission, la direction de Prudential BeLife retire la totalité des frais de mission au concerné et lui demande de rentrer en famille. Toutes ces choses qui constituent pour nous une atteinte grave aux droits humains, à la dignité des travailleurs que nous sommes. C'est pourquoi nous avons rédigé des revendications et des réclamations pour interpeller la direction afin de trouver une issue favorable à tous. Ainsi donc, à travers cette rencontre avec la presse et appuyé par Kofi Yao, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, c'est une série d'actions en vue du retour aux droits dans la compagnie Prudential BeLife qui vient d'être lancée. Après les conseils, Kofi Yao a aussi rassuré les responsables du SINAT Prudential BeLife quant aux résultats de la lutte. Plus de licenciement, voilà. Parce que la loi est claire dessus. La loi dit pour que tu puisses licencier un secrétaire général ou un secrétaire général adjoint, il faut nécessairement saisir l'État. L'État, c'est les inspecteurs du travail. Ceux-ci doivent mener l'enquête pour savoir les raisons pour lesquelles tu veux licencier le travailleur. Il est bon de souligner que des réclamations et revendications ont été rendues publiques par le SINAT Prudential BeLife.
Le sport, c'est bien sûr l'affaire de Ami Diarra Souba qui est déjà dans ce studio. Ami Diarra Souba, bienvenue. Merci Pierre. Ami Diarra Souba, on en sait un peu plus sur le quart de finale qui a opposé le Maroc à l'Égypte. La CAF a sanctionné. Exactement, c'est l'un des quarts de finale qui était attendu dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposait les Lions de l'Atlas du Maroc et les Pharaons de l'Égypte, à l'issue duquel les Pharaons de l'Égypte l'ont emporté sur le score de 2-1. Après le match dans les couloirs du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, joueurs et staff en sont venus aux mains. La CAF a donc s'est saisie de cette affaire et a décidé de sanctionner 3 joueurs qui ont été désignés comme fauteurs de troubles, à savoir Sofiane Boufal et Sofiane Akchal. Voilà. Akchal et Marwan Mustafa Daoud de l'Égypte, dont les 3 joueurs ont écopé d'une suspension de 2 matchs. Ensuite, les 2 fédérations, c'est-à-dire que la Fédération Royale Maroc Football et la Fédération Égyptienne de Football ont écopé d'une amende de 8 850 €, ce qui fait environ 6 millions de francs CFA pour avoir initié une bagarre généralisée, si on veut le dire ainsi. On pourra le dire très peu pour les 2 fédérations. Mais Pierre, s'il te plaît, permets-moi de souligner que la Fédération Royale Maroc de Football a décidé de faire appel à cette décision de la CAF parce que les 2 joueurs qui sont Sofiane Boufal et Sofiane Akchal, ne pourront pas disputer les matchs de barrage comptant pour le mondial 2022 qui doit se jouer normalement au Qatar. Donc voilà, c'est logique. Mais après, il faut savoir que le football, c'est le fair play. Et qui dit football, qui dit soit gagner ou soit perdre. Donc si une équipe accepte de perdre difficilement, tu vois que c'est un peu compliqué à ce stade de la compétition. Mais il faut toujours dire que le football reste un sport fair play. Le fair play. Avec vous, Ami Diarra Souba. La suite de votre programme, c'est bien sûr les finales. Exactement. Il faut savoir que la petite finale, normalement, qui doit opposer les 2 équipes, qui devait se jouer le 6 février du côté du stade Olembe, a été décalée. Elle va se jouer finalement le 5 février au stade Amadou Ahidjo à 20h précisément. L'annonce a été faite par la Confédération africaine de football. Les sanctions ne cessent de tomber. Attention au fair play et surtout attention aux joueurs fauteurs de troubles. Tout à fait. Merci Ami Diarra Souba pour cette belle page sportive. C'est moi qui te remercie Pierre. Il faut dire que vous allez scruter encore pour nous la suite justement de la compétition. Exactement, il se poursuit et on attend de voir cette très très belle affiche de la finale qui va se jouer le 6 février du côté du stade Olembe. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève donc ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. On vous retrouve un peu plus tard pour une autre édition du journal sur Business 24. Au revoir.